Bonjour et bienvenue au SAV de la QVT, la première émission de télévisio qui parle de QVT et rien que de QVT. Jingle! Et voilà, depuis fin avril, nous nous retrouvons une fois par mois pour faire le service après-vente de ce qu'on nous a vendu pendant des années. Des croyances erronées sur la vie au travail et de la qualité de vie au travail, bullshit. Alors que l'urgence contemporaine n'a jamais sonné aussi fort, il est temps d'enclencher dans nos entreprises des transitions comportementales. Ensemble, on va essayer de mieux comprendre ce qui fabrique le sentiment de bien-être au travail, honorer le vécu des travailleurs. Redonner de la valeur à la véritable qualité de vie au travail, c'est le message que nous souhaitons vous faire passer. Chez Wunjo, nous sommes un peu les colibris de la vraie QVT. Je suis Emmanuelle Bessez et j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui Wunjo. Nous sommes un cabinet conseil et un organisme de formation spécialisé en qualité de vie au travail. Nous existons depuis 20 ans et nous sommes fédérés autour d'une raison d'être qui consiste à réhumaniser la vie au travail et à fluidifier les coopérations professionnelles. Nous sommes ce qu'on appelle une entreprise à impact d'utilité sociale et nous œuvrons dans la magnifique famille qu'est l'économie sociale et solidaire. Nous sommes une entreprise à la personnalité un petit peu atypique. L'ensemble de notre équipe est profondément militante, joyeuse, engagée et passionnée. Et c'est un véritable bonheur pour moi que de vous faire rentrer un peu dans notre univers aujourd'hui. Et d'avoir à nos côtés l'une des membres de notre collectif d'intervenants, Valérie Delande. Bonjour Valérie. Bonjour Emmanuel. Valérie, après avoir passé un grand nombre d'années au sein de comités de direction, à des postes de DAF et de DIRCOM, conseille depuis quelques années et forme des entreprises et notamment des décideurs et des entrepreneurs qu'elle dit éclairés. Aujourd'hui, elle est invitée à parler avec nous d'un concept qui s'appelle le bonheur rentable. Deux mots qu'on n'a pas l'habitude de voir coller l'un à l'autre. Ce concept, elle l'a fabriqué après 35 années d'observation et d'action au milieu des entreprises, des collaborateurs, des comités de direction. Elle a trouvé la bonne façon d'arriver à concilier performance sociale et performance économique. Comment faire en sorte de réunir sous un même étendard à la fois les enjeux d'argent et les enjeux de santé qui sont devenus totalement sociétaux. Alors, au programme, nous allons avoir 30 minutes d'échange avec notre invité qui va se voir poser un certain nombre de questions par notre standardiste farfelu, Marco. Cher public, vous avez le chat à votre disposition sur la droite de votre écran. N'hésitez pas à nous laisser des messages, des commentaires, à réagir, à poser toutes vos questions. Et Marco choisira celle qu'il décidera de faire passer à la caméra. Et Valérie pourra apporter ses réponses éclairées. Cette émission est en live, pour autant elle est enregistrée. Webikeo vous fera passer le lien du replay. Allez, c'est parti! Service après-vente à QVT, bonjour. Oui. Eh bien, écoutez, on va poser la question. Alors, bonjour Valérie. Alors, d'où te vient l'idée, d'où te vient l'idée de ce concept du bonheur rentable? Première question standard. Merci Marco. Écoute, je vais effectivement prendre un petit peu le relais de ce que vient de dire Emmanuel. Ça me vient de mon expérience et de mon cheminement personnel, professionnel. Bien sûr, comme tout le monde, je suis passée par des succès, des échecs, des prises de conscience, des observations. À 25 ans, je pensais que je pouvais tout mener de front, le succès professionnel, la vie de famille réussie, les enfants, les amis. Je me suis mariée, j'ai eu un fils, une belle carrière professionnelle, jusqu'au moment où j'ai été déséquilibrée par des luttes de pouvoir internes et je suis sortie du système. En même temps, j'ai ma vie personnelle qui a explosé. J'ai commencé à prendre conscience à ce moment-là de mon identité, de mes schémas de fonctionnement, d'emprunter un petit peu des chemins nouveaux à pousser et à ouvrir de nouvelles portes. Et puis, de là, j'ai navigué vers les entrepreneurs, les investisseurs, le monde associatif, celui des arts créatifs.
du développement personnel, de la neurodiversité, de la spiritualité. Enfin bon, j'ai fait pas mal de chemin. Et puis, au travers de tout ça, j'ai compris que l'humain, c'est la clé de voûte de tout le système, bien sûr, son système à lui, mais aussi celui d'entreprise et celui de la société, puisqu'il y a un lien dans tout ça. Que la façon dont il se construit est conditionnée, bien sûr, par sa culture, son environnement familial, socio-éducatif, a un impact direct sur son équilibre, sur celui de l'entreprise et sur celui de l'environnement. Et donc, lui, il a appris à se protéger, à prendre une place dans la société pour gagner de l'argent, pour construire sa sécurité, hein, la pyramide de Maslow, et que finalement, il finit par s'oublier pour maintenir cette place. Et que dans la majorité des entreprises, on joue un petit peu sur ces peurs pour bâtir justement des organisations pyramidales où l'argent est la principale finalité. Donc, j'ai en même temps réalisé que les âmes blessées, elles, de façon innée, donc j'ai parlé de neurodiversité tout à l'heure, mais il y a aussi le handicap, ou acquise, la faillite, la maladie, le burn-out, les licenciements, l'immigration, n'importe quel accident, je dirais, de vie, ces gens-là fonctionnent autrement en fait. Qu'ils ont un niveau de conscience plus élevé, qu'ils ont appris à s'interroger, à écouter, à coopérer, à surmonter les obstacles, et que ces gens différents de la norme, parce qu'en fait c'est un peu ça, sont valorisés, stimulés, et que eux ils se lancent dans des projets sociaux, environnementaux ambitieux, où l'argent, ça devient plutôt l'art d'être avec les gens. Et le puzzle s'est un peu mis en place en fait. Les synchronicités se sont accélérées et puis j'ai commencé à concevoir le bonheur rentable, à rencontrer de plus en plus de fêlés. Effectivement, je parle de fêlés parce qu'ils laissent passer les lumières et d'organisations éclairées parce qu'elles éclairent justement les fêlés. Et puis, il y a eu la radio, BXFM, avec des chroniques qui me permettent de faire comprendre l'idée, d'en élargir la portrait avec des portraits de fêlés, des exemples d'organisations que j'ai rencontrés sur mon chemin, pour inspirer de plus en plus d'entrepreneurs et de dirigeants. Alors, du coup, l'idée, je dirais qu'elle n'est pas venue d'une séance de créativité, elle s'est un peu imposée comme, je l'espère, la finalité de mon parcours de vie, riche et un peu chaotique, comme je l'ai dit. Mais je pense avoir traversé ces épreuves pour pouvoir justement rendre service, pour concevoir une méthode en reliant mes expertises et mes talents, pour pouvoir faciliter le chemin des autres, contribuer à déclencher justement une spirale dynamique, puisqu'il faut être plusieurs pour améliorer la société, pour favoriser la croissance économique, protéger l'environnement, parce qu'il y a toutes ces dimensions dans le concept. Et en résumé, c'est une nouvelle forme de capitalisme, en fait, qui relie l'homme, l'entreprise et puis son environnement. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ça commence. Service après-vente à la QVT, bonjour. Oui. Eh bien, écoutez, on va poser les questions. Oui. Un nouveau système capitalisme, donc, c'est bien, hein, mais ça dérange aussi un petit peu, ça peut faire peut-être un petit peu peur. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Bien sûr. Effectivement, je vais déjà commencer par redire que le capitalisme, c'est un système économique qui est assis sur la productivité, sur la performance et sur deux sujets, deux éléments, c'est la propriété privée des moyens de production et la liberté d'entreprendre. Ça signifie en clair que ce sont des personnes privées, donc des actionnaires, des dirigeants, qui détiennent les entreprises et qui les dirigent. Alors, dans le capital, on parle souvent de capital productif, les machines, les brevets, de capital financier, l'argent, du capital immobilier parfois, les locaux, de capital humain, bien sûr, les compétences, les diplômes. Eh bien, dans le bonheur rentable, moi, je parle de capitalisme parce que je ne pense pas que ce soit le système qui soit mauvais, mais ce sont les abus, en fait, qui ont détérioré l'image et qui ont entretenu une espèce d'opposition entre, excusez-moi, le sale patron et le salarié. Et ça, je le ressens encore plus en France qu'en Belgique, puisque je suis en Belgique maintenant. Alors que pour moi, il faut une vision, du courage pour entreprendre. C'est pas donné à tout le monde. Par contre, évidemment, le résultat va dépendre du schéma de fonctionnement de l'entrepreneur ou du dirigeant, de son intention, de son lien aux autres et de son rapport à l'argent. Donc, en fait, dans le capital, dans le bonheur rentable, moi, j'ai 3 types de capital. Le capital identitaire, le capital humanitaire et le capital monétaire, qui pour moi sont justement ces ingrédients pour créer une vie épanouissante, intéressante, abondante,
pour à la fois les travailleurs, l'entreprise et l'environnement. Parce qu'il va y avoir en fait d'un côté l'échelle individuelle du capital identitaire, qui est le niveau d'éveil et de conscientisation de la personne, avec son histoire, ses mécanismes de fonctionnement, ses motivations, ses talents. Au niveau du capital humanitaire, toujours à l'échelle individuelle, c'est la relation aux autres, en fait, aux vivants, à la planète, qui n'est pas possible de développer correctement lorsque la personne est connectée, qui est possible, pardon, de développer correctement que lorsque la personne est connectée à elle-même, pour pouvoir écouter, construire avec les autres, malgré les différences, pour le bien-être social, sociétal, environnement. Et puis le dernier, le capital monétaire, c'est l'argent, bien sûr, qui correspond à un besoin de sécurité, j'en ai parlé tout à l'heure, mais qui devient finalement une énergie qui se libère quand on a accès à sa véritable identité, à son authenticité et qu'on construit en collectif quelque chose qui a du sens. Parce que la relation à l'argent, elle dissimule souvent une croyance qui est liée à une émotion, une blessure plus profonde qui est enfouie dans l'inconscient, et j'en parle en connaissance de cause. Et notre mental nous gouverne pour nous protéger et pour éviter de nous exposer à nouveau à cette émotion qu'il a dissimulée, ce qui nous bloque dans le processus d'évolution jusqu'au moment où la blessure vient nous réveiller, d'où l'idée défêlée. Et en fait, ça, c'est toute la partie individuelle. Et l'entreprise, elle s'appuie sur la consolidation en fait des pyramides individuelles de façon inversée. D'ailleurs, j'avais un petit schéma, Emmanuel, je te propose de le montrer pour l'illustrer, puisque les deux pyramides se superposent. Le capital identitaire donc de l'entreprise, il repose sur celui des personnes qui constituent l'entreprise. Donc forcément, l'identité de l'entrepreneur, de la gouvernance va impacter grandement le mode de fonctionnement et l'organisation. Ensuite, il va y avoir les managers, dont le rôle va être de stimuler les identités qui sont constituées par les équipes. Mais le capital identitaire de l'entreprise, on y ajoute aussi sa propre histoire, et puis tous les cycles qu'elle a traversés depuis sa création, et ce qu'elle en a compris, bien sûr, dont son retour d'expérience. De la même façon, le capital humanitaire va reposer avant tout sur la consolidation de celui des équipes, sur la richesse de leur unicité qui construit la diversité. Et là, on va pouvoir parler effectivement d'inclusion. Mais l'engagement de cette énergie collective, il va falloir y ajouter la vision de l'entreprise, sa culture, avec tout ce qui s'ensuit, son management, etc. Et ça, ça va être aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, humanitaire et relié à l'identité de la personne. Là, l'humanitaire aussi de l'entreprise va être relié à son histoire, aux hommes qui l'ont construite et donc à son capital identitaire. Puis, le dernier échelon monétaire, c'est la cerise sur le gâteau qui dépend de la performance des personnes qui composent l'entreprise et qui repose sur leur niveau de conscience, leur relation à l'argent, leur diversité, parce que tout ça va créer, je dirais, de la créativité, faciliter plutôt la créativité, trouver des solutions innovantes. Mais on va aussi ajouter, au niveau de l'entreprise, le rôle des finances dans l'organisation. Évidemment, si on met la finance comme contrôle d'une organisation, ça ne va pas aider à libérer la créativité. Et bien sûr aussi ses relations avec les acteurs. Donc là, on retrouve le mode relationnel, mais les acteurs, cette fois-ci, du monde financier. Et puis, ces modèles de financement. Comment est-ce qu'elle va chercher effectivement de l'argent pour mettre dans le moteur. Donc, les deux pyramides, vraiment, pour moi, elles s'emboîtent, elles se superposent, elles sont alignées. Et l'humain et l'entreprise sont co-responsables. L'un nourrit l'autre, en fait, et ça se développe en interaction dans ce cercle vertueux pour construire un système qui va devenir agile, autonome, pérenne, un petit peu comme la permaculture, on va dire, au niveau de l'entreprise. Voilà pourquoi je parle de capital. Waouh, alors c'est tout un programme, je trouve, c'est presque un programme politique en fait, Valérie. Tout ça, ça bouleverse en fait ce qu'on a l'habitude de voir dans les entreprises. Moi, j'ai bien envie de revenir à l'idée de départ que tu évoquais, qui était que on a tendance à penser qu'il faut faire un choix entre l'argent et le bonheur, finalement. Et pensant que en œuvrant chaque jour pour gagner sa vie, alors on aura les moyens d'être heureux. Mais finalement, toi, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faudrait presque passer d'un choix à une causalité complètement inversée. C'est parce que moi, en fait, je pense à moi
Et ça n'a rien à voir avec l'individualisme, c'est simplement que je me connais, je sais où sont mes talents, où ce qui m'anime, je pense à moi, je me respecte, j'honore qui je suis quelque part et ce que la vie m'a donné. Alors, du coup, j'arrive à me réaliser, à m'épanouir, à offrir au monde la valeur ajoutée que je suis capable de produire. Et donc, je vais gagner de l'argent, donc je vais récupérer une identité sociale qui sera voilà, alignée avec la production que j'amène à ce monde. Donc, en fait, c'est complètement une inversion de la façon de voir les choses. Et autant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective, alors. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je parle effectivement de pyramide inversée et de co-responsabilité, bien sûr, parce que le chemin, je dirais, le plus simple, si je puis dire, à comprendre, c'est celui de l'entrepreneuriat. Quand on est justement entrepreneur, on devient entrepreneur parce qu'on veut réaliser finalement quelque chose qui est connecté à soi. On a un but, et donc moi j'accompagne beaucoup les entrepreneurs parce que justement ils sont sur ce chemin plus facilement, en tout cas de conscience. Je ne dis pas tout le monde, mais quand même beaucoup. Et donc, la difficulté après, dans l'entrepreneuriat, ça va être justement de construire les échelons qui suivent, de recruter les bonnes personnes, de ne pas aller chercher des clones, mais plutôt effectivement d'aller vers la complémentarité, la diversité, et de s'intéresser à la personne, à son chemin, à sa conscience, pour pouvoir venir alimenter le chemin de l'entreprise qui est en train de se constituer. Et effectivement, ce sont pour moi des énergies. L'entreprise dégage une énergie et l'argent est une énergie qui vient au bout du chemin et pas comme une condition, pas comme une finalité. Et cette imbrication, effectivement, on la trouve plus facilement aujourd'hui dans des startups, et encore que, parce que moi je connais aussi des startups qui ont un chemin humanitaire dans leur finalité, qui ont un chemin monétaire dans le sens où ce n'est pas non plus la finalité, mais qui finalement, au bout d'un petit moment devant des difficultés, vont complètement oublier l'identitaire de leurs salariés et commencer à mettre de la pression, etc. Et les choses se retrouvent finalement inversées. Donc ce chemin, effectivement, c'est une proposition d'épanouissement. C'est un petit peu, si je puis dire, la pyramide de Maslow inversée, puisque inversée dans le sens proportion. Puisqu'évidemment, on doit commencer par de la sécurité. On ne peut pas partir comme ça en disant moi, je m'improvise. S'il n'y a pas de sécurité, on n'est pas capable d'avancer. Mais par contre, je la mets à l'envers parce que je pense qu'elle part plutôt en cône. Et d'ailleurs, elle est très liée à la spirale dynamique, qui est une spirale qui se développe. Donc, je pense que c'est effectivement un développement et qu'on a oublié tout ça dans nos sociétés, en fait, que ça existait. Si je fais le parallèle avec la qualité de vie au travail, parce qu'en fait, on parle des mêmes sujets et on n'utilise pas les mêmes mots, mais je crois que la QVT, ça n'existe pas en Belgique, c'est bien ça? Non, on ne parle pas de QVT, non, effectivement. En France, les entreprises qui s'intéressent au sujet de la qualité de vie au travail, c'est parce qu'elles cherchent de la performance économique avant tout. Alors, performance économique, performance opérationnelle. Donc, on se rend compte qu'il y a des difficultés dans les entreprises et on réalise qu'en fait, c'est parce que les humains, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'on y va pour une finalité de performance opérationnelle et économique et on se rend compte que sur le chemin, finalement, il faut faire de la performance sociale, c'est-à-dire prendre soin du bien-être des collaborateurs et des collaboratrices, de leur capacité à faire du bon travail pour obtenir les résultats escomptés. Et souvent, nous, en QVT, on dit l'art de la qualité de vie au travail, c'est justement de concilier la performance économique et la performance sociale. Et finalement, toi, tu vas même encore plus loin. C'est-à-dire que tu dis que c'est à partir du moment où on va mettre l'humain au centre, voire même que c'est l'objectif, prendre soin de l'humain, alors, en utilisant notre capital humain de la meilleure manière qui soit, en laissant la place à chacun de pouvoir exprimer ses talents et en faisant en sorte que l'entreprise elle soit orientée pour le bien commun, quelque part, pour amener de la valeur à l'humain, alors la performance opérationnelle et économique est finalement la conséquence naturelle, tout simplement. Ouais, tout à fait. Mais je pense qu'on sait s'en rendre compte au niveau individuel. Quand justement on traverse, c'est pour ça que je m'intéresse au fêlé, c'est parce qu'il y a plus d'ouverture
de conscience, de remise en cause justement de son propre fonctionnement, d'aller chercher comment effectivement lever ses blocages et puis remettre l'argent à sa place. Moi, j'ai accompagné beaucoup les entrepreneurs en faillite. Les entrepreneurs en faillite, la quasi-totalité, ils sortent de là avec l'objectif de faire de l'entrepreneuriat sociétal. Ils ont du sens. Il y a quelque chose qui se passe parce qu'on les a accompagnés justement sur le deuil, sur la compréhension de qui ils sont, sur leur enthousiasme, sur leur talent. Enfin, voilà, on les remet, si je puis dire, parce que ça secoue sacrément la faillite. On les remet en action, mais quasiment, je dis, à 80%, même plus que ça certainement, ils ont cet objectif de sens. De redonner du sens. Et du coup, c'est soit social, soit sociétal, l'environnement, la planète, ou bien effectivement l'humanitaire. Et donc, on retrouve cette vocation humanitaire. Et puis, ils ont travaillé leur identité. Donc, ils sont beaucoup plus à l'écoute des autres. Enfin, donc, ils sont plus à même de construire des entreprises qui vont aller vers cette partie monétaire qui va venir alimenter. Et c'est pour ça que je parle d'une interaction, puisque c'est effectivement graduel, dans le sens où il faut commencer par soi avant d'aller effectivement sur l'autre et l'humanitaire, mais c'est une fusion ensuite, et d'où la pyramide qui est inversée, parce qu'il faut le niveau de sécurité de la personne pour pouvoir aller là. Et si je reprends les entrepreneurs en faillite, ils commencent en général par reprendre un boulot salarié parce qu'il faut reconstituer justement cette sécurité. On ne repart pas comme avec la fleur du fusil pour partir au combat. On remet une petite couche et puis lorsque sa sécurité est là, il repart effectivement dans l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est un chemin d'épanouissement personnel. C'est un chemin d'épanouissement personnel et collectif, et effectivement de sens de plus en plus. Et on a, moi qui ai travaillé aussi avec les dyslexiques, il y a 35% de dyslexiques chez les entrepreneurs. Donc, c'est aussi tout à fait logique, puisqu'on va chercher à pouvoir exprimer son potentiel, ce qui est très difficile dans une entreprise beaucoup plus normée, où effectivement, on n'a pas cette pyramide inversée, on est avec des actionnaires qui, effectivement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'exploiter un petit peu les peurs qui vont venir à l'envers, alors qu'ils pourraient tout à fait, et ça existe, gagner complètement en libérant l'énergie de chaque personne, puisque c'est la consolidation de ce groupe d'individus, d'où l'importance de faire attention à l'intégration de l'individu, à avoir une richesse dans la diversité, de ne pas effectivement rester bloqué sur recruter des clones, mais absolument ouvrir ce chemin pour que une espèce d'énergie. En fait, pour moi, une entreprise, c'est un organisme vivant. Et ce sont toutes les parties le cœur, le foie, tout ça. Et tout ça est relié par effectivement le sang qui traverse. Et le sang, c'est l'énergie de l'argent, en fait. Il y a quand même un postulat qui est très, très important à souligner, je pense, Valérie. Alors, à la fois dans ce que tu proposes et dans ce qu'on a l'habitude de faire dans les démarches qualité de vie au travail, c'est la conscience. Tout à l'heure, tu parlais de l'intention de l'entrepreneur, où finalement, tu n'as pas utilisé le terme, mais tu parlais de la raison d'être de l'entreprise, de cette personne morale. Et on voit là, depuis l'ère post-Covid, que les aspirations des individus à l'égard du travail ont sacrément évolué. Ouais. Donc, on sait qu'il y a 5 grandes fonctions du travail, c'est-à-dire qu'on va travailler pour 5 grandes raisons. La première, c'est la raison financière, c'est-à-dire que nous, on le voit quand on fait des audits QVT, qu'on interroge les individus sur leurs aspirations. La plupart, ils nous disent, non, mais on va être très clair. Si j'étais milliardaire, en fait, je ne travaillerais pas ou je ne ferais pas ce job-là. On va être très clair. Donc, il n'y a aucune honte à dire qu'on va travailler pour gagner de l'argent. Mais à chaque fois, il y a ce côté très péjoratif de finalement, je viens gagner de l'argent, donc je suis quelqu'un d'intéressé, je veux toujours en avoir plus. Non, c'est le socle. Il faut rappeler qu'il n'y a pas un seul autre animal que l'être humain qui travaille pour gagner de l'argent quand même. Donc, effectivement, c'est ce socle, c'est cette sécurité qui, à partir de là, nous autorise à développer des aspirations de lien social, des aspirations de réalisation de soi, de gagner une identité dans la société. Et pour les plus engagés ou militants d'entre eux, pour ceux que ça fait vibrer,
l'idée de pouvoir contribuer à la société. Et dans les audits, donc quand on dresse la cartographie comme ça, on va chercher les individus et leurs aspirations personnelles, on fait une photo. Et cette photo donne finalement la recette des clés de motivation des collaborateurs et des collaboratrices. Et c'est là où je trouve que ça rejoint complètement ton concept, parce que si on se rend compte qu'à l'intérieur de cette structure, on a 70% des gens qui viennent pour amener quelque chose à la société, qui ont envie de se réaliser, de se dépasser, d'avoir des challenges, ben forcément, ça va guider une identité d'entreprise qui va être orientée sur les enjeux sociétaux, sur le travail en équipe, sur la puissance de la coopération. C'est une entreprise dans laquelle la mesure d'impact va être extrêmement intéressante à intégrer directement dans la stratégie de l'entreprise. Totalement. Bref, tout ça pour dire qu'à la base, voilà, chacun vient avec une intention, une énergie. Quand on se met tous ensemble, c'est hyper intéressant de voir quels sont les moteurs collectifs pour écrire ensemble une histoire de l'entreprise qui permettent à chacun de se respecter et donc d'être efficace. Exactement. Et puis alors pour aller justement dans ton sens, donc comme tu l'as rappelé, il faut ce niveau de sécurité et donc forcément on peut pas évacuer le fait qu'il faut rémunérer le capital humain, bien sûr, mais l'entreprise, elle va gagner complètement en vibration, en maturité et en impact. Et donc si effectivement elle est bien dans cette logique humanitaire parce qu'elle a à l'intérieur de la gouvernance des managers et des salariés qui sont dans cette logique, elle va dégager de plus en plus de valeur. Et cette valeur, elle est à partager, justement. Et donc, on va gagner à s'associer à un mouvement vertueux parce que forcément, on va aussi avoir un retour sur cet investissement, en fait. Donc, c'est une logique qui est totalement vertueuse. Pour autant, encore une fois, que cette logique d'inverse, c'est la pyramide, existe aussi dans l'entreprise et qu'elle ne joue pas. Parce qu'évidemment, on a connu assez de washing dans tous les sens, aussi bien dans le développement durable que dans tout, dans l'ESG maintenant. Enfin bon, on dit, mais c'est faire, évidemment. Il faut faire ce que l'on dit et être totalement en complète transparence. Mais de la même façon, une personne qui ne prend aucun soin du développement durable à son échelle personnelle, elle n'a rien à faire dans une entreprise qui œuvre pour ça. Donc, il faut être logique et conscient. C'est pour ça qu'effectivement, tu le rappelais, c'est le niveau de conscience. Et c'est pour ça que je parle aussi de cette spirale, parce qu'il n'arrive pas comme ça. Il est souvent déclenché par des accidents de vie. Maintenant, dans les fêlés, il y a quand même l'avant et le post-Covid, c'est vrai. Il y a aussi des traumatismes comme ça de société qui éveillent des consciences. Et je pense qu'effectivement, toute une génération qui est en train d'arriver a autre chose en tête, d'ailleurs est en refus de copier nos modèles, évidemment. Et donc, ce paramètre-là va venir faciliter l'émergence, pour moi, effectivement, d'une spirale comme ça. Et plutôt que d'aller construire des choses en disant on fuit le capitalisme, on fuit. Enfin, pour moi, non, les systèmes sont des systèmes, c'est comme les outils. C'est ce qu'on en fait. Voilà, c'est ce qu'on en fait qui est important. Et puis après, dans ce système, par exemple en monétaire, on peut travailler sur des systèmes tripartites. Moi, je crois beaucoup au tripartite, à aussi la séparation du pouvoir. On n'est pas obligé d'être, quand je dis bonheur rentable, souvent je dis, moi, j'essaie d'amener la rentabilité dans le bonheur et le bonheur dans la rentabilité, dans le sens des organisations. Les organisations sous forme associative ont souvent, elles, cette vocation sociale et sociétale, et puis dénigrent l'argent en disant ouais, on nous aide plus, on n'a plus de subventions. On est obligé d'être rentable. On est obligé d'être rentable, voilà. Mais ben oui, on est obligé d'être rentable. Une organisation qui veut durer doit avoir un modèle économique qui lui permet d'alimenter son moteur, en fait, et le sens. Et de l'autre côté, ben, on a l'inverse, les entreprises qui sont à vocation capitalistique monétaire et qui, elles, n'ont pas le bonheur.
Bah, je dis non, moi, c'est pas un choix entre l'associatif et puis l'entreprise. Les deux doivent avoir ces modèles. C'est pour ça que je parle d'organisation et pas d'entreprise, d'association, de fondation. Enfin, j'ai navigué dans tout. Et effectivement, je pense très fondamentalement qu'il faut des modèles économiques. Il est toujours possible d'en faire, qu'on peut préserver aussi parfois des façons de faire par des mécanismes. Par exemple, de séparer, si on est dans une entreprise avec un capital, de séparer le pouvoir de l'argent. C'est simplement une action, elle a un droit de vote et un droit au bénéfice. Bah, voilà, il y a OpenAI avec le Build qu'il y a eu il y a pas longtemps, je ne sais pas si tu as suivi avec ChatGPT, ils ont voulu sortir le fondateur parce que c'est fondamentalement une association à but non lucratif qui veut œuvrer pour développer des outils d'intelligence artificielle, mais en gardant la sécurité. Et donc, ils ont ouvert à un moment leur capital. C'est devenu une entreprise avec un capital, mais géré. Et tout est géré par une association à but non lucratif, des administrateurs, qui n'ont rien à voir avec les investisseurs. Et là, on est effectivement dans du tripartite qui fonctionne. Je voudrais t'amener un éclairage qui nous vient du terrain et qui peut intéresser notre public autour de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises. On voit des boîtes qui sont super engagées, qui ont des grosses politiques RSE, qui font des rapports d'activité épais comme ça, et qui finalement nous disent, mais d'un point de vue corporate, statutaire, voilà, on est hyper engagé, on est hyper actif. Par contre, on a l'impression que, au final, on n'est pas sûr d'avoir vraiment atteint l'objectif. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est parce que la personne morale essaye d'être responsable, mais qu'à l'intérieur, ce sont les individus, les personnes physiques qui, elles, n'ont pas la culture de la co-responsabilité. Et donc, nécessairement, et il n'y a pas de tort ou de raison, hein, il n'y a que des constats qui sont dressés de la part notamment d'un héritage culturel. On nous a beaucoup appris à déporter la responsabilité à l'extérieur plutôt qu'à regarder notre juste part dans une situation. Tout à fait. Et puis, on nous a aussi beaucoup culturellement volé de notre pouvoir d'agir quelque part. Donc, il y a un grand réveil qui est en train d'arriver avec grand bonheur pour repositionner les responsabilités là où elles sont. Et on n'a pas par l'individu. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de grand changement de société et de révision de la façon de voir le travail, vivre le travail, et je vais aller même plus largement, de développer notre économie à l'échelle internationale, s'il n'y a pas des mouvements et des réveils à l'échelle individuelle qui sont soit générés par des mouvements de crise, des prises de conscience individuelles ou qui peuvent être aussi encouragés par les entreprises. Totalement. En on RSE. est excuse-moi, on est dans ce que j'appelle le management de soi, en fait. Il y a le management dans l'entreprise et il y a le management de soi, quoi. Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est cette co-responsabilité. Mais comme tu viens de me dire, c'est une culture, on n'a pas été formé à ça, donc ça prend du temps. Et du coup, c'est pour ça que souvent, c'est en faveur de crise, soit personnelle, soit sociétale, comme on a connu avec le Covid, qui réveille des consciences et qui effectivement amène cette évolution. Mais elle est personnelle, mais comme il y a une co-responsabilité, elle peut être aussi amenée par l'entreprise. L'entreprise peut aider justement à la prise de conscience, comme la personne peut aussi se prendre individuellement un peu en charge pour y aller, quoi. Et justement, pour encourager toutes ces prises de conscience et cette transformation qui est au service de l'humain, qui est au service du vivant, en RSE, parce que la qualité de vie au travail, c'est une grande partie de la RSE. En RSE, souvent, on croit que c'est juste les actions en faveur de l'environnement et en faveur de l'humain, du social, du sociétal. Mais en fait, quand on regarde bien la façon dont les projets sont prescrits, au centre de la RSE, on a un sujet qui est la gouvernance. Tu en parlais tout à l'heure. Si tu veux embarquer une équipe, une entreprise, pour qu'elle soit performante d'un point de vue économique et qu'elle prenne soin de l'humain, la question de la gouvernance, elle se pose nécessairement. Et tu as utilisé un gros mot qui nous résonne très fort dans l'économie sociale et solidaire, c'est le partage de pouvoir et le partage de valeur. Il ne peut décemment demain y avoir d'entreprises saines, épanouissantes et pérennes que si on ouvre les vannes de la gestion, du pilotage, de la prise de décision,
Donc, on partage le pouvoir. Et si l'ensemble des parties prenantes, demain, ne peut pas bénéficier d'une part de la valeur qui a été créée, et cette valeur créée, c'est aussi la valeur financière, mais ce n'est pas que ça. Je prends l'exemple d'une très belle boîte qui est une PME, mais qui travaille à l'international. Ils sont à peu près 400 collaborateurs. Et eux, ils ont décidé que leur rentabilité, elle était mise au service d'une réduction du temps de travail. Dans une autre entreprise qui aurait une culture plus financière, ça serait des primes. Tout à fait. Dans une autre entreprise, j'ai l'exemple, là, c'est une structure associative qui fonctionne très, très bien. Eux, ils ont décidé du coup de réinjecter leurs bénéfices sur un projet de territoire et de créer des moyens pour mettre en œuvre un projet coopératif. Donc, en fait, à chaque fois, c'est l'argent qui est une ressource et qu'on décide de mettre au service. Bon, si c'est au service d'une démarche QVT avec bien managée, avec des moyens, nous, ça nous va bien particulièrement. Mais voilà, et ça, c'est les choix qu'on fait d'affectation en fait, de résultats, ils sont hyper liés à l'identité de la boîte. Complètement. Tu es à Toulouse, donc il y a une belle entreprise dans la région que tu connais bien, que je connais bien aussi, donc le groupe Pierre-Fa, pour ne pas le citer, mais qui est quand même organisé d'une façon très atypique. Puisque c'est une fondation d'utilité publique qui détient la majorité du capital. Donc, ça veut dire que et l'autre partie est détenue par les salariés. Donc, c'est et la fondation, et ce n'est pas une fondation d'entreprise, c'est une fondation d'utilité publique. Ça veut dire que les bénéfices du groupe remontent au niveau d'une fondation dont l'objet, c'est de permettre l'accès aux médicaments à la santé humaine, en fait, aux pays les plus défavorisés. Donc, il y a plein d'actions dans le monde. Donc, ça veut dire que là, on met du sens pour tout le monde à la constitution de bénéfices qui vont pouvoir justement rendre service à la planète, à l'humain et à la planète. Donc ça, c'est vraiment une orientation, et ça, c'est évidemment une gouvernance qui va décider de faire comme ça. Il y en a une autre ici qui s'appelle Universels en Belgique, qui était une start-up qui est devenue un modèle incroyable, qui est aussi dans la santé, enfin dans les vaccins. Et elle, c'est au niveau de sa gouvernance, de son organisation, il n'y a pas une fusée au-dessus, si je puis dire. C'est à l'intérieur. Il y a des équipes qui passent une partie de leur temps à faire de l'humanitaire, à participer à des missions humanitaires. Et donc, ils sont rémunérés, bien sûr, pour ça. Donc, c'est vraiment un choix, effectivement, d'orientation, comme tu as dit, qui vient évidemment en premier lieu de la gouvernance. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'entrepreneuriat et que c'était plus simple, parce qu'évidemment, en tant qu'entrepreneur, en start-up, on arrive avec son modèle. Quand on rejoint une entreprise déjà constituée, où la gouvernance, il y a déjà une différence entre la détention du capital, effectivement, et puis la prise de décision opérationnelle. Là, effectivement, il faut vraiment travailler sur cette vision, travailler sur ces valeurs, et c'est avant tout ce qu'il est essentiel d'adresser pour qu'effectivement le modèle fonctionne. Si la gouvernance n'est pas du tout dans cette pyramide inversée, il se passera rien. Enfin, on va rester dans le classique avec la finalité. Mais ce qui veut dire aussi que ce sont des humains qui sont derrière. Donc, ça veut dire évidemment qu'eux aussi, ils doivent passer par ces prises de conscience de leur propre croyance, de leur propre peur, puisque l'argent, quand même, c'est souvent ça qui se trouve derrière. C'est notre relation à l'argent, elle est construite sur la peur de manquer, sur la peur d'être exclu finalement des systèmes. Et ce qui est super important, mais je le redis encore une fois, c'est qu'il faut bien dissocier les systèmes des hommes et femmes, bien sûr, qui les font exister. Et révolutionner les systèmes, aller contre les systèmes, c'est une façon. Moi, c'est pas du tout la mienne. Pour moi, c'est plutôt de l'épouser et de le dire, comment est-ce qu'on peut le faire fonctionner? Voilà, on le met à l'envers, tiens, ça fonctionne beaucoup mieux. Et pour moi, dans une organisation d'ailleurs, et moi, je l'ai vraiment vécu, on doit faire du top-down et du bottom-up. C'est-à-dire qu'on doit aussi écouter effectivement ce qui revient, mais ne pas non plus se dire on met tout à l'horizontale,
ça c'est le bordel assuré pour moi. Donc, il faut effectivement une organisation pyramidale quand même. Mais par contre, il faut que la tête soit claire, soit juste, soit orientée dans le bon sens. Parce que forcément, Ça pourrait faire l'objet d'un autre SAV, hein, parler de sociocratie. Absolument, ça, on pourrait faire un autre SAV à ce sujet-là. Bon, écoutez, 12h09, hein, moi, mon bonheur, je vais aller le chercher à la cantine. Et puis, ça devrait être à peu près rentable parce que le déjeuner, il est à 5,90. Hein, donc, voilà. SAV. Allez, salut. Salut Marc. Salut Marco. Bon, effectivement, je propose de conclure. Valérie, une réponse super courte. Si tu as un message à faire passer ou un exemple concret, une réponse super courte. Un message, ouais, toujours le même, c'est finalement la coexistence, la dualité et la responsabilité, en fait. On est responsable de ce qu'on fait. Les entreprises ont aussi leur responsabilité, mais on est responsable d'aller vers celle qui nous correspond. Et effectivement, j'ai accompagné il n'y a pas longtemps quelqu'un qui était dans la transition, qui avait un choix à faire. Et puis, ouverture de conscience, je lui ai proposé d'aller voir un expert en constellation systémique pour travailler justement beaucoup plus sur des énergies. Donc, il faut avoir une conscience ouverte pour ça. Et puis, à la fin, cette personne a pris là où elle ressentait, en fait, qu'elle avait ressenti effectivement ce qui se passait, qu'elle avait rencontré des gens. Et pourtant, c'était moins high level comme poste, moins rémunéré. Et puis, elle en est ravie. Mais donc, plus vrai. Plus se faire vrai et plus juste. Donc, éviter de se faire embarquer par ce qui ne nous correspond pas. Bon, Valérie, c'était super court aujourd'hui parce que ton concept, il est assez révolutionnaire. Voilà, la prise de parole, elle est très, très, très politique. J'aurais adoré qu'on reste encore ensemble pour donner plein d'exemples et de conseils. Ce que je vous propose, cher public, c'est que si vous avez envie d'échanger avec Valérie en tête-à-tête sur ce sujet, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton bleu qui est en haut de votre écran ou à tout simplement à nous envoyer un message qu'on fera passer avec grand plaisir à Valérie. Sachez qu'elle intervient aussi au sein du collectif de Wunjo, justement pour arriver à faire passer ces messages et à désacraliser les représentations qu'on peut avoir. Au travers d'une conférence interactive très dynamique et qui remue sur le bonheur rentable et déclinée en format formation qui va permettre aux équipes de transposer au fur et à mesure en fait les différents concepts et de réaliser des états des lieux et d'avoir des prises de conscience pour orienter et conduire des changements vers cette conciliation qui est absolument salutaire et nécessaire aujourd'hui. Et puis, elle en a parlé aussi, Valérie, c'est notre Madame Neurodiversité, Neuroatypie. Et sachez qu'elle a plusieurs formats, dont notamment une conférence et une formation dédiée à ce sujet. N'hésitez pas à aller sur notre site internet, on a plus de 160 modules de formation. Et donc là, c'était un petit extrait dédié à Valérie. Je profite avant de vous laisser pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire au SAV de la QVT, à partager aussi des lives. On est à peu près autant regardé en replay qu'en live. Merci à celles et ceux qui sont présents avec nous. C'est chouette de pouvoir avoir vos noms qui s'affichent sur le côté et de ne pas parler seulement à un écran. Sachez que pour vous remercier pour votre fidélité et votre implication, Wunjo étant une boîte de l'ESS, on fait quand même 20% d'activités en bénévolat et notamment pour faire avancer les niveaux de conscience des individus. On a, au fruit de 3 années de recherche et de développement, fabriqué un nouveau modèle de qualité de vie au travail. Donc, comme Valérie, on est du genre à réfléchir, concevoir, modéliser, etc. On a juste réinventé la pyramide de Maslow, donc c'était pas du tout ambitieux comme projet de départ. Et écoutez, ça donne quelque chose d'assez merveilleux, un autodiagnostic de qualité de vie au travail personnel sous la forme d'une web application. Et c'est avec cet outil qui permet en 20 minutes de se voir révéler ce qui va et ce qui ne va pas dans notre vie au travail aujourd'hui, qu'on réalise des audits QVT dans les entreprises. Mais comme c'est valable à l'échelle individuelle, on vous propose, si vous avez envie de faire un bilan sur vous-même, on a une équipe d'une 15aine de consultantes qui sont habilitées chez Wunjo et qui auront le bonheur à vous offrir 1 heure de leur vie et à partager 1 heure de la vôtre pour réaliser cet autodiagnostic.
Voilà, écoutez, on se retrouve pour le prochain SAV de la QVT qui aura lieu le vendredi 26 janvier à 11h30. On aura le bonheur d'accueillir un profil comme Valérie, un profil senior qui a une vingtaine d'années d'expérience sur des postes à responsabilité. Laurence, qui est à la fois consultante, formatrice et qui est spécialisée en qualité de vie au travail, qui a fait toute sa carrière dans la communication et dans les ressources humaines. Et elle va venir nous parler d'un sujet qui est absolument fondateur dans les démarches de qualité de vie au travail, qui est l'écoute salariale. Comment est-ce qu'on se fait pour déjà ne pas avoir peur d'ouvrir la boîte de Pandore, d'enlever le chapeau de la cocotte minute? Comment on fait concrètement pour mettre en place une démarche qui permet d'ouvrir la voie à l'expression, à une expression libre, à une expression sincère? Comment on questionne, comment on va chercher ces informations et puis aussi un peu comment on les exploite et comment on les transforme derrière sur un chemin de transition et d'amélioration continue. Voilà, c'était le SAV du mois de décembre. On se retrouvera en 2024. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée à toutes et à tous. Et puis, se remettre un petit coup de jingle pour terminer. Salut Valérie, merci beaucoup. Salut Emmanuel, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à toutes et à tous. Jingle.